Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez sans problème. On pourrait ainsi commencer l'émission. Donc bonjour à Chaton Dame Dame qui est déjà présent. Alors, est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend bien? Je ne vois rien dans le chat, j'espère que c'est bon. Hello Paulinka. Est-ce que Pauline, tu m'entends? Comme ça, je vais pouvoir débuter. Mon son n'est pas assez fort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, attends, je vais essayer peut-être de mettre plus fort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai mis au maximum. Bonjour Calmis. Merci d'être là ce soir. Alors, je vais mettre au maximum. Est-ce que c'est mieux comme ça? Dites-moi. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez plus fort? Bon, je vais essayer de parler plus fort. Damien, Chaton Dame Dame, est-ce que tu peux me dire si le son est meilleur? J'ai mis tout au maximum. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue sur Twitch en direct pour ce BD Talk avec une nouvelle émission individuelle dont la thématique sera histoire et BD jeunesse. Bienvenue également à ceux qui nous retrouveront en replay sur YouTube. Comme d'habitude, le chat est à votre disposition afin d'échanger donc sur les albums que je vais vous présenter maintenant. Alors surtout, vous n'hésitez pas à intervenir pour poser des questions, pour y répondre ou pour compléter mes propos. Alors, nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sont également à votre disposition si vous voulez échanger avec nous. Alors, c'est parti pour une heure d'émission. Et oui, ce sera un format court ce soir, mais il sera, je l'espère, riche en découvertes, bien que certaines BD jeunesse font maintenant partie de nos quotidiens de lecteurs et de lectrices. Mais j'espère vous en faire découvrir d'autres. Alors, à l'écran, vous avez, je pense, un trio d'enfants que vous connaissez. Le titre, de toute façon, est indiqué en bas de votre écran. Les enfants de la résistance. Alors, les enfants de la résistance, c'est la première série dont je vais vous parler ce soir. C'est une série signée Benoît Hers au dessin et Vincent Dugommier au scénario. Alors, les enfants de la résistance, ce sont 9 albums sortis entre mai 2015 pour le tome 1 et septembre 2024 pour le tome 9 qui est le dernier. Et donc tout cela aux éditions du Lombard. Alors, si je dois vous présenter les personnages, vous avez donc à l'écran le premier personnage. À gauche, c'est François. Au milieu, l'autre garçon, c'est Eusèbe. Et à droite, la fillette, c'est Lisa. Alors, ce sont 3 personnages qui ont 13 ans au début de leurs aventures. Ils habitent dans un village qui a été imaginé par les auteurs, mais qui est situé du côté de Dijon. Alors, leur histoire donc commence quelques mois après le début de la Seconde Guerre mondiale, puisque des soldats viennent de s'installer à Pontin-l'Écluse. Pontin-l'Écluse, c'est donc le nom du village où habitent ces 3 enfants. Alors, au départ, où habitent les 2 garçons. Parce qu'on va le voir
que donc le troisième personnage, celui de Lisa, va arriver en effet en raison de l'exode. Lisa va se retrouver perdue dans le village. Alors Lisa, même si elle parle allemand, elle dit être belge. Et donc, Lisa est perdue. Ses parents sont partis parce que, bon, vu la cohue pendant l'exode, de nombreux enfants se sont retrouvés perdus. Et donc, c'est le cas de cette petite fille qui dit fuir l'avancée des troupes allemandes et qui passait donc par la Belgique, lieu d'où elles viennent. Alors, cette série, je vous montre. Voilà, le tome 1. Voilà, donc ça commence, cette série commence, les deux garçons, François et Eusèbe, sont franchement énervés par l'arrivée des troupes allemandes dans leur village. Ils décident de ne pas faire comme les adultes, parce qu'ils trouvent que les adultes sont résignés. Et donc, ils vont décider de montrer leur désaccord. Alors, comment faire face aux troupes des envahisseurs pour montrer qu'on n'est pas d'accord? Alors, ils vont décider de faire avec ce qu'ils peuvent. Et entre autres, ça va être trouvé à l'école, puisque Eusèbe est le fils de l'instituteur. Donc, en allant nettoyer au mois de juillet les classes, ils vont emprunter la boîte d'imprimerie de l'école. Et les garçons, avec l'aide de Lisa, puisque Lisa étant perdue, elle va être recueillie par les parents de François. Les trois enfants vont donc ensemble marquer leur désapprobation à l'invasion des troupes allemandes. Alors, il y a un événement d'ailleurs qui les fait réagir, c'est quand un camion avec des soldats renverse le monument aux morts qui avait été édifié en hommage aux soldats de la guerre 14-18. Alors là, certains adultes disent que les soldats n'en ont pas fait exprès, et ça, les enfants, pour eux, ça ne passe pas, mais alors pas du tout. Alors, je regarde le chat. Damien, Chaton Dame Dame me dit c'est l'une des meilleures séries jeunesse de ces dernières années. Effectivement, c'est une série qui a donc... je crois qu'ils en sont déjà à plus de 2 millions de ventes d'albums. C'est énorme. Mais c'est dû à la qualité, effectivement, de la série. Calumis dit « J'avoue que je découvre le trait est super ». Effectivement, Benoît Hers réussit à dessiner avec beaucoup de douceur les enfants, tout leur environnement, malgré la difficulté de la situation d'occupation. Chaton Dame Dame dit tu peux y aller les yeux fermés, c'est top, effectivement. Aventure, suspense, tension, intelligence du propos, c'est exactement ça. Voilà. Alors, cette série, comme de nombreuses séries, alors je vais vous montrer quelques images parce que je pense que vous allez avoir envie. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est l'exemple. Donc ça, c'est la première page avec bien sûr la zone occupée, la zone libre. Et là, donc, on voit les deux garçons, voilà, en train de jouer aux billes alors que passent les soldats derrière eux. Et ils sont franchement déçus. Alors, Calumnis me dit, est-ce que l'histoire est fictive ou basée sur des témoignages? Alors, les auteurs ont beaucoup écouté de témoignages, mais la situation est fictive, même si, alors je vais vous en parler après, ils ont rebondi sur des
des témoignages via un autre vecteur dont je vous parlerai juste après, juste à la fin de la série. Voilà. Euh, Par contre, ils se sont donc servis de ce qu'ils avaient appris de leur famille, de leurs proches, des témoignages pour construire cette histoire dans un village, donc dans un village fictif. Alors, comme de nombreuses autres BD qu'on peut trouver actuellement en BD jeunesse historique, les enfants de la résistance, à la fin de chaque tome, vous allez pouvoir retrouver un cahier documentaire, voilà, avec des documents. Alors, il y a des documents d'époque, il y a des documents fictifs, ceux qui reprennent les enfants de la résistance, et donc des explications vraiment très très bien, alors très fournies et vraiment très intéressantes, qui vont donc expliquer ce qui se passe dans chaque tome. Voilà. Alors, cette série fonctionne vraiment tellement bien que donc cet univers, alors je vais vous montrer avant les autres quelques couvertures. Donc voici la couverture du tome 2. Là, vous avez la couverture du tome 3. Et puis, voilà donc la couverture du tome 4. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les couvertures des 9 tomes. Et donc, cette série fonctionnant tellement bien, il y a d'autres supports qui ont été déclinés. Et parmi ces supports déclinés, si vous allez sur le site du Lombard, il existe donc un podcast, ou plutôt il existe 2 podcasts inspirés donc de la série. Et donc les éditions du Lombard se sont associées à Blind pour produire donc un podcast qui s'appelle Résister. Alors des épisodes d'une quinzaine de minutes chacun, afin de découvrir là des témoignages de véritables enfants résistants. Il existe 2 saisons de 3 épisodes, donc 6 podcasts qui durent entre 13 et 16 minutes. Et ces podcasts vont vous permettre de découvrir le parcours pendant la Seconde Guerre mondiale de 3 hommes et 3 femmes qui n'étaient donc à cette période que des enfants. Alors, Chaton Dame Dame, mais j'aime beaucoup ce qu'il y a autour de la série: escape game, expo, fiches pédagogiques, romans. Oui, on va les passer en revue. Et comme tout est extrêmement bien réfléchi dans cette série, les podcasts donc vous pouvez les écouter, et ils sont en plus enrichis par 2 séries de fiches d'écoute, une pour chaque saison, afin de permettre aux enfants ou aux élèves, parce que c'est facilement utilisable en classe, de faire une écoute active de ces podcasts. Alors, ces fiches, voilà, comme vous pouvez les voir à l'écran, elles sont extrêmement bien faites, colorées, ludiques, pédagogiques à la fois. On peut les utiliser donc dans le cadre scolaire, mais pourquoi pas à la maison avec les enfants. Ce sont les vacances en ce moment. C'est vraiment un moment impeccable pour utiliser ça. Et ces 2 podcasts ont aussi fait l'objet d'un premier album qui s'intitule Les enfants de la résistance racontent. Et le tome 1 de cet album, qui reprend donc ces témoignages, est sorti en 2025. Et donc, il reprend donc les récits de 2 de ses enfants, que sont Jean-Jacques Auduc et Josette Torrent. Alors, Josette Torrent, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais c'est la fillette qui se trouve en photo ici. Voilà. Comme disait tout à l'heure Chaton Dame Dame, il parlait donc d'exposition. Effectivement, quand on a la chance d'aller en festival, vous pouvez tomber sur l'exposition
une exposition de 16 panneaux qui présentent la série, mais aussi alors donc à travers des thématiques telles que l'esprit de revanche d'Hitler, la propagande, la France divisée, l'antisémitisme, la vie quotidienne sous l'occupation, l'exode, la vie quotidienne, la résistance, la répression de la résistance, la milice, les maquis, enfin bref, si vous avez l'occasion de visiter cette exposition, allez-y avec les enfants ou même sans vos enfants, c'est extrêmement bien fait et très très intéressant. Voilà. Mais ça ne se termine pas là, l'univers donc des Lulu, parce que l'univers des Lulu, c'est également, alors je vous enlève enfin, c'est également un jeu de société, un jeu de plateau, mais évidemment, ça ne pouvait pas être n'importe quel jeu, il fallait qu'il soit collaboratif. Alors, Calumnie me dit, tu conseillerais à partir de quel âge? Alors, c'est une série qu'on peut lire à partir de 8 ans. Voilà. Et d'ailleurs, ce jeu de société, moi, je trouve que c'est un bon complément à cette série parce que en classe, les apprentissages passent par la manipulation. Et le jeu de plateau coopératif complète parfaitement donc cet univers. La notion de coopération est essentielle pour un jeu familial. Et donc, celui-ci, on peut y jouer aussi à partir de 8 ans. Il est composé de 5 scénarios et les parties se déroulent pendant environ 30 minutes. Donc, c'est parfait, ça, pour les enfants. Et le but de ce jeu, c'est d'incarner nos jeunes héros, donc François, Eusèbe, Lisa, ainsi que leurs compagnons du réseau Lynx. Bah oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que nos trois héros, en imprimant des tracts sur du papier peint avec l'aide de l'imprimerie de l'école, se font passer pour un réseau qui s'appelle le réseau Lynx. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont être contactés par d'autres réseaux de la résistance, mais je ne vous en dis pas plus que ça. Alors ce jeu, c'est un jeu qui coûte 29,90 €. Et d'ailleurs, vous pouvez sans problème aller sur YouTube, vous trouverez des tutos qui vous expliqueront son fonctionnement. Donc un jeu plutôt très intéressant et un très beau cadeau, je trouve, à faire à des enfants et très intéressant pour jouer avec eux. Alors, si vous allez sur le site du Lombard, vous verrez que sur la page consacrée donc aux enfants de la résistance, vous allez trouver tout un tas de jeux, d'activités pédagogiques que vous pouvez donc faire avec des enfants. Et entre autres, il y a donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, un jeu de piste que vous pouvez imprimer. Donc ça, c'est la fiche réponse que l'on donne aux enfants. Donc, c'est un jeu qui a été réalisé en partenariat avec la fête de la bande dessinée. Et donc, il est inspiré de la série. Et l'objectif de ce jeu de piste, c'est d'aider Jack, un aviateur allié, à retourner en Angleterre. Alors, pour cela, les enfants doivent résoudre des énigmes, récolter des chiffres trouvés tout au long du jeu qui leur permettront d'obtenir un code secret qui servira donc à l'étape finale. Alors, donc ça, c'est la fiche de renseignement, mais vous verrez sur le site, vous avez aussi des documents d'époque qui serviront d'indice pour les enfants. Donc aussi, très bonne idée donc, de jeu à faire en famille, dans les classes, pour continuer sur l'univers des enfants de la bande dessinée. Dame nous parlait tout à l'heure de l'escape game. Et oui, parce qu'en effet, 2 escape games sont sortis donc sous format, comme même format que la bande dessinée. Alors, je vous les montre par souci d'information, mais je n'y ai pas joué. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir que je teste encore. Alors, Chaton Dame, mais en plus, les 2 auteurs sont super, sympas, hyper accessibles.
Dugommier est un top scénariste. Avec les gamins, ils sont géniaux. Oui, parce qu'il faut savoir que auprès des enfants, que ce soit dans les écoles, quand ils font des interventions, que ce soit dans les médiathèques ou que ce soit dans les festivals, il y a un succès incroyable. Moi, je me souviens lors de l'exposition qui s'était tenue au musée à Bayeux. euh, L'exposition donc avait été présentée, c'est Benoît Hers qui était là. Et après, il y avait eu la possibilité de faire dédicacer des albums. La file était incroyable. Je crois qu'il a dédicacé jusqu'à plus de 21 heures, alors que le musée avait déjà fermé ses portes, mais il a tenu vraiment à dédicacer, parce il avait été l'après-midi dans une école, et donc il avait tenu vraiment à dédicacer les albums auprès des enfants. Donc ça, vraiment, en plus, des deux personnes vraiment très très abordable. Alors, Dame rajoute, les gamins adorent cette série, et donc en faisant le plein d'activités, le prolongement de la BD, oui, oui, c'est vrai que c'est incroyable. Mais alors, il n'y a pas seulement donc les parents ou les enfants qui peuvent trouver leur compte avec cette série, puisque quand vous êtes enseignant, il existe un fichier que vous pouvez trouver donc gratuitement sur le site du Lombard. Et donc ce fichier pédagogique comporte plus d'une vingtaine de pages. Et donc c'est un fichier pédagogique que vous utilisez avec le tome 1 de la série. Et donc c'est un fichier qui est conçu pour les élèves de CM afin de travailler donc la complémentarité texte-image ainsi que la période donc de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça permet de faire travailler la lecture et l'histoire. Donc, ce fichier comporte 28 fiches avec des exercices extrêmement variés. Quant à leur forme, elles permettent donc de lire, d'analyser des textes ou des documents, de répondre à des questions, de comprendre, de répondre à des QCM. Et de plus, des résumés complètent donc ces exercices et permettent de souligner l'ensemble des acquisitions. Et enfin, dernière information, si vous êtes enseignant, les éditions du Lombard ont également créé une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire. Donc n'hésitez pas, vraiment, il faut aller éplucher le site du Lombard, réservé donc aux enfants de la Résistance. Vous y trouverez vraiment plein de ressources pédagogiques et ludiques. Et enfin, pour terminer sur les enfants de la Résistance, parce que personne n'a pu passer donc à côté de la sortie de l'adaptation donc en film de cette bande dessinée. Ce film est signé donc Christophe Baratier et donc il est en salle depuis le 11 février 2026 et donc il couvre les 2 premiers tomes de la série. Voilà. Donc Artus a endossé le rôle du père de François et Gérard Jugnot, celui du curé du village, qui va, avec la maman de Zeb, eux aussi agir et aider des aviateurs qui vont trouver refuge avant de rejoindre l'Angleterre. Enfin, je ne vous en dis pas plus, mais voilà pour cette série qui est vraiment une série incontournable à l'heure actuelle de la BD jeunesse. Voilà, quand vous voulez parler histoire. Alors, deuxième série, série dont je voulais vous parler. Donc, petit changement d'époque, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, nous voici dans la période de la Première Guerre mondiale avec la guerre des Lulus. Alors, les Lulus, ce sont ces 5 enfants que vous voyez à l'écran. Donc, en bas à gauche, vous avez le plus jeune, Lucien. En bas à droite, vous avez Ludwig, qui est, comme il l'appelle, l'intello de la bande. En haut à gauche, vous avez Luigi. Luigi, c'est le bon copain qui est toujours en train de chercher à manger. Et en haut à droite, vous avez Lucien. Lucien, c'est l'aîné de la bande, c'est le meneur. Alors, pourquoi est-ce que je ne vous parle pas pour l'instant
de la fillette qui se trouve au milieu. C'est parce qu'au début donc de cette histoire, ah oui, alors j'ai oublié de vous préciser, La guerre des Lulus, c'est donc une série en 12 tomes qui a donc vu le jour en 2013 et qui est scénarisée par Régis Sautière et dessinée par Hardock. Et donc c'est chez Casterman. Alors, 12 tomes, 10 albums dessinés par Hardock et 2 albums, un diptyque qui s'appelle La Perspective Luigi, qui eux ont été dessinés par Damien Cuvelier. Alors, cette série, elle est destinée aux 9-13 ans. Alors, donc ces 4 garçons que vous voyez là ont entre 10 et 15 ans. Et s'ils sont surnommés les Lulus, c'est parce que tous leurs prénoms, Lucien, Lucas, Ludwig et Luigi, commencent donc par Lu. Voilà. Et à ces 4 enfants, à ces 4 garçons, va se joindre cette fillette qui, elle, s'appelle Luce. Ça tombe bien. Alors, nous sommes en été 1914, alors que débute la Première Guerre mondiale. Alors, les 4 garçons, ils vivent dans un orphelinat situé dans une abbaye à Valencourt, en Picardie. Alors, le bâtiment est en pleine forêt. C'est d'ailleurs un beau terrain de jeu pour ces 4 orphelins. Au moment donc où commence cette Première Guerre mondiale, les 4 garçons partagent la même chambre. Ils sont, parce que ces chambres leur étant attribuées en fonction de l'ordre alphabétique de la lettre de leur prénom. Ah oui, en effet, puisque pour la plupart étant des enfants abandonnés, certains n'ont pas de nom de famille. Donc les 4 garçons occupent en plus la même chambre. Alors, quand débute cette histoire? Alors attendez, je vais vous mettre le tome 1. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est la couverture de... Et non, et pas du tome 1, mais du tome 5. Et oui, donc j'ai fait une erreur. Hop. Je vais vous mettre le tome 2 alors. Donc, alors que les 4 Lulus donc, sont partis dans la forêt qui jouxte l'abbaye, donc ils ont fait donc, leur fameux terrain de jeu, les 2 religieux qui sont restés à l'abbaye reçoivent l'ordre par l'armée française d'évacuer sur le champ l'orphelinat en raison de l'avancée des troupes allemandes. Évidemment, nos 4 garçons qui sont dans la forêt manquent à l'appel et quand ceux-ci rentrent donc dans la soirée, ils découvrent que l'abbaye a été abandonnée et les 2 soldats qui étaient chargés donc de les attendre, de les retrouver donc et de les emmener, ne les ont en fin de compte pas attendus, pensant qu'ils avaient rejoint le groupe. Donc les 4 garçons décident de passer la nuit dans leur chambre, mais rapidement ils vont se rendre compte qu'ils sont en danger. Évidemment, des obus sont lancés sur le bâtiment. Alors, le matin, les garçons vont décider d'aller au village, et là encore, ils vont trouver un village absolument déserté de ses habitants. Alors qu'ils s'installent donc dans le bar pour jouer, ils vont rencontrer cette fameuse Luce qui, elle aussi, fuyait la Belgique avec ses parents et en raison de la fuite de son chat qu'elle a voulu récupérer, Luce a sauté de la carriole de ses parents et n'a pas retrouvé donc ses 2 parents et donc la voici perdue dans ce village. Donc nos 5 Lulus, parce que maintenant donc sont 5, voient l'armée allemande envahir également le village et donc prendre la fuite. Et le seul endroit où ils se sentent en sécurité, eh bien, c'est leur forêt. Alors, d'autant plus que l'orphelinat va servir, donc, en raison de sa grande taille, va servir donc à héberger les soldats allemands. Donc les 4 garçons et Luce vont s'installer dans la cabane et donc vont faire le vœu d'aider Luce à retrouver donc ses parents. Alors,
Avec les 5 premiers tomes, donc je vous montre les couvertures. Donc ça, c'est le tome 4. Et il y a aussi le tome 5. Voilà. Alors, les 5 premiers tomes vont couvrir la période de la Première Guerre mondiale, avec un tome par année. Voilà. Le diptyque sur la perspective Luigi, lui, va revenir sur l'année 1916, quand les garçons vont vont se retrouver à Berlin. Les tomes, eux, 6 à 10, portent des prénoms, et eux se focalisent sur l'après-guerre, et c'est sur ce qu'il va advenir de ces 5 enfants une fois la guerre terminée. Voilà. Alors, c'est un récit à la première personne, puisque un des enfants est le narrateur de l'histoire. Alors, on ne sait pas qui. On le découvre après, et je ne vais pas vous dire d'ailleurs qui c'est. Là encore, vous avez donc un récit à hauteur d'enfant ou d'adolescent, qui, pour certains, vont devenir adultes à la fin de la guerre, puisque quand vous voyez que Lucien, quand débute la guerre, Lucien a 15 ans, bien sûr, donc quand la guerre se termine, Lucien a 20 ans. Et donc, c'est une série qui, elle aussi, fonctionne très très bien. Avec ses 12 albums, c'est une série qui a donc séduit donc déjà plus de 500 000 lecteurs. Et d'ailleurs, ces BD ont été adaptés en 5 romans jeunesse. Donc, si vous avez des enfants ou des jeunes qui n'ont pas trop envie de lire des bandes dessinées, Les Aventures des Lulu se déclinent également en roman. Alors, le roman, voilà, il ressemble à ça. Voilà, et donc illustré toujours par Hardock, hein, régulièrement entre les textes. Vous pourrez donc retrouver des dessins avec les Lulus. Et là encore, il faut dire que vu le succès de la série, eh bien cet album a été adapté au cinéma. C'était donc il y a 3 ans maintenant. Donc un film qui était que moi j'avais trouvé plutôt sympa. Et même si bien sûr vous avez quelques différences par rapport à la série, c'est quand même un très bon divertissement. Alors, Calumisme, mais c'est cool de faire plusieurs formats, portes d'entrée à chaque fois, je trouve. Bien sûr, comme ça permet, puisque tous les enfants n'apprécient pas de la même façon, soit la bande dessinée, soit lire des romans, eh bien, ça permet d'accéder à des contenus de qualité par des vecteurs tout à fait différents. Et elle me rajoute, surtout pour des sujets comme ça, oui, effectivement, puisque parler de ces 2 conflits mondiaux est quelque chose, je trouve, d'essentiel à la fois pour le devoir de mémoire et pour connaître, bien sûr, l'histoire. On passe peut-être alors là, cette fois-ci, à une série. Je pense que c'est une série que vous connaissez certainement moins, puisqu'on en a moins parlé. Mais moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et après, donc, la Bourgogne et la Picardie, nous changeons de région et nous partons en Bretagne avec Allons enfants. Une série en 3 tomes, scénarisée par Yann Le Gat et dessinée par Pierre Fouillet. Alors, les 3 tomes sont sortis entre septembre 2021 et avril 2022 chez Sarbacane. C'est une BD qui est destinée aux plus de 10 ans. Et donc, à travers 3 tomes et à travers 3 couples, nous allons passer en revue l'histoire de France, mais aussi l'histoire de Français à l'étranger. Alors, dans un premier tome, la première, alors que je vous mette la couverture, voilà, ça c'est le premier tome de Allons enfants. Donc, c'est François et Josette, et ça va couvrir la période de 1870 à 1918. Alors, cette bande dessinée
cette série, elle va raconter l'histoire de la famille Guélénec, qui, comme son nom l'indique, habite dans le Finistère Nord, près de Brest. Et donc, à travers 4 générations, on découvre donc l'histoire de France, mais pas seulement. Donc, depuis la fin de la guerre de 1870 jusqu'au début des années 1960. Alors, dans le premier tome, là, celui que vous avez sous les yeux, euh, le personnage principal, c'est François. Alors François, c'est la 2e génération donc de la famille Guélénec. C'est le fils de Joseph et de Jeanne-Louise. Et lui décide de ne pas devenir agriculteur comme ses parents. Il ne veut pas reprendre la ferme familiale et donc décide de s'engager dans la coloniale. Alors, nous sommes là en 1891. François est envoyé en formation à Paris et c'est ainsi qu'il découvre la photographie. Alors, il est envoyé, c'est comme ça va être envoyé donc en mission en Afrique en tant que photographe. Et avec lui, on va donc pouvoir assister à différents épisodes tels que la crise de Fashoda au Soudan entre les Français et les Anglais en 1898. Puis François va être envoyé en Chine en 1900 et donc il sera présent lors de la révolte des Boxers. Donc un premier tome qui lui donc va se terminer avec la fin de la Première Guerre mondiale. Le deuxième tome, le voici, voilà. Donc Jean et Suzanne, lui, il va couvrir la période 1918-1945. Et donc là, l'histoire familiale de la famille Guélénec va continuer avec le fils de François, donc la 3e génération de Guélénec. Et donc François, lui, c'est un passionné de vélo et de course cycliste. Mais pendant la semaine, Jean travaille, lui, dans la construction navale à l'arsenal de Brest. Alors sa mère, Josette, qui maintenant est veuve de guerre, travaille dans le cinéma de Barnabé. Barnabé, c'est une gueule cassée qui se cache dans le noir donc de sa cabine de projection. Alors avec François, nous allons être entraînés donc aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936, puisque François va faire partie de l'équipe française de cyclisme et il nous permet également d'assister à l'arrivée du Front populaire à travers une série de grèves dans les chantiers navals de Brest. Donc François, lui, par la suite, va faire partie de ces soldats envoyés en 1939 au front, qui seront faits prisonniers en Allemagne dans un stalag après la défaite de 1940. Et son évasion va le conduire donc à rejoindre le général de Gaulle et la résistance. Donc ça, c'est un tome 2. Et voici un tome 3, donc de 1945 à 1963, avec la 4e génération des Guélénec, Louise et Gaspard. Et donc là, quand débute ce tome, on découvre une ville de Brest qui a été rasée et le temps est donc à la reconstruction. D'ailleurs, les auteurs font une belle part à cette période de reconstruction qu'on oublie parfois de mentionner dans les ouvrages. Donc là, il est question de vie dans des baraquements, de plan Marshall, mais également d'émancipation des femmes, puisqu'elles ont obtenu le droit de vote en 1944 et qu'elles ont pu utiliser ce droit de vote dès les élections de 1945. D'ailleurs, le personnage principal de ce 3e tome, c'est Louise. C'est une frondeuse, Louise, et elle a décidé d'obtenir son baccalauréat puisque Louise veut être journaliste. Et donc, pour cela, elle a besoin de ce diplôme. Alors, une fois son sésame en poche, la jeune femme débute au quotidien de Brest, à la rubrique des faits divers, mais son envie de découvrir le monde prend le dessus. Et donc, elle part travailler pour un magazine à Paris. Et de là, elle va devenir grand reporter et donc se rendre à Dien Bien Phu en 1954, juste avant la chute de l'armée française face aux forces du Viet Minh. Et parallèlement, son jeune frère Gaspard, lui qui est un passionné de rock'n'roll américain, va être envoyé pour effectuer son service militaire, donc lui en Algérie,
alors que les demandes d'indépendance dans les colonies françaises sont de plus en plus fortes. Alors, le dernier tome se termine avec la guerre froide, la construction du mur de Berlin et le procès d'Adolf Eichmann. Donc, tout ça en 1961. Alors, le plus de cette série, je dirais, c'est que les auteurs ont choisi de parler de l'histoire mondiale à travers le destin d'une famille bretonne fictive. Car comment mieux comprendre la grande histoire qu'à travers des récits, même si bien sûr ils sont inventés. Enfin, le fond est historique, mais il y a une partie donc fictionnelle. Alors, moi, si j'ai qu'un seul reproche à faire à cette excellente série qui comporte elle aussi donc des dossiers documentaires extrêmement complets en fin d'album, c'est pourquoi les auteurs n'ont pas fait un quatrième album pour couvrir la période 1963-1989. Ils auraient pu ainsi nous parler de la décolonisation, de la guerre froide, jusqu'à la chute du mur de Berlin en novembre 1989. C'est vraiment trop dommage parce que le travail que donc les auteurs, donc Yann Legat, et je cherche le nom de, donc c'était Yann Legat et Pierre Fouillet est vraiment excellent. Et moi, cette série, vraiment, je regrette, voilà, je trouve qu'il lui manque un tome et c'est vraiment dommage. Alors, c'est vrai que j'avais pourtant amené toute ma série, toutes les séries. Voilà, je voudrais vous montrer quelques images. Voilà, c'est un dessin. Voilà un peu les dessins qu'on peut trouver dans cet album. Voilà, quand on voit la jeune Louise, on la voit descendre en parachute pour atteindre la cuvette de Dien Bien Phu. Voilà, donc une très très bonne série. Si vous avez l'opportunité donc de la trouver en bibliothèque ou achetez-la. Elle est vraiment excellente. Moi, c'est vrai que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Voilà, il faut dire que ça fait ces séries de jeunesse très souvent comportent plusieurs albums et ça fait des belles piles. Alors, on continue alors avec une série humoristique. Voilà, je vous mets. Hop. Voilà, deux drôles de personnages. Alors, en général, c'est vrai que moi, j'ai peu d'appétence pour l'humour en bande dessinée. Alors, imaginez traiter des sujets tels que la Seconde Guerre mondiale sous l'angle humoristique. Moi, ça me paraissait au départ un peu, alors pour parler trivialement, casse-gueule. Voilà, jusqu'à ce que je fasse connaissance avec, à ma droite, Marcel, et à ma gauche, Lucien, donc un grand-père et son petit-fils, dont on peut retrouver donc tous les deux dans une série qui porte bien son nom, puisque cette série, c'est La drôle de guerre de Papy et Lucien. Donc du scénariste Fabrice R et du dessinateur TM. Donc c'est une sortie pour l'instant en 4 tomes qui sont sortis entre avril 2022 et mai 2025 aux éditions Ozu. Alors, qui sont Papy et Lucien? Alors, voici la couverture du tome 1. Voilà. Alors, Lucien, c'est un garçon de 11 ans. Il est brillant et passionné par l'histoire. Il habite dans le sud de la France chez son papy, Marcel, un ancien poilu de la guerre 14-18. Alors, au départ, on ne sait pas trop d'ailleurs où sont les parents de Lucien, mais ça, on le découvrira donc par la suite.
Donc nous sommes en juin 1940, l'armée française est en déroute et Papy ne veut absolument pas subir un tel affront. Donc il décide de reprendre son casque de la Première Guerre mondiale pour construire autour de chez lui une tranchée. C'est alors que Lucien, son petit-fils, lui explique qu'ils sont en 1940, qu'il n'est plus question de trancher donc face aux nazis, mais plutôt de blitzkrieg. Alors, en écoutant ensemble la radio, le petit-fils et le grand-père entendent un certain général de Gaulle qui, depuis Londres, les appelle à continuer le combat. Et donc, ensemble, ils vont décider de rejoindre Londres avec Lucien au volant parce que Papy, lui, ne sait pas conduire. Alors, mais Papy, par contre, lui, a décidé de se charger de trouver la route sur une carte routière puisque quand il était soldat en 1914, il était guide pour soldats, donc GPS. Voilà. Alors, voici donc, je vais vous montrer plutôt le tome 1. Il est là. Donc, voici notre Papy et notre Lucien qui vont donc ensemble prendre la route. Voilà. Donc, un dessin, voilà, un dessin assez coloré, très humoristique, rond. Vous voyez la voiture qui vole un peu au-dessus de la route. Enfin, voilà. C'était vraiment à l'image de la série. Voilà. Parce que dans cette série, tout n'est que quiproquo, jeu de mots. Et cela pendant donc les 4 tomes, là, jusqu'à présent. Donc, là encore, vous avez 4 tomes, un pour une année. Et donc... vous allez découvrir dans cette série donc comment ce jeune garçon et son grand-père vont débouler dans la guerre comme dans un jeu de quilles, donc avec la maladresse récurrente du grand-père Marcel qui se trouve dans des situations extrêmes mais dont il arrive à se sortir par le plus grand des hasards, mais surtout grâce à l'intelligence de ce petit-fils qui va faire preuve de beaucoup de maturité face à un grand-père Marcel qui semble, lui, ne pas percevoir le danger qui les entoure. Alors, le tome 1 conduit nos 2 protagonistes jusqu'à Londres, auprès du général de Gaulle, qui pour l'instant a peu de monde autour de lui. C'est pour ça que le général de Gaulle va envoyer Papy et Lucien en tant qu'émissaire de la France libre afin qu'ils rejoignent Brazzaville au Congo, parce que c'est là-bas que les troupes de l'armée française qui n'ont pas suivi le maréchal Pétain ont rallié de Gaulle. Alors, un récit sur le ton de l'humour, mais qui n'empêche pas que les faits relatés sont vrais et sérieux. Donc des albums qui permettent de revenir donc sur la fidélité de l'Afrique équatoriale française à De Gaulle, sur la bataille de l'Atlantique entre navires alliés et U-boats allemands, sur la façon rocambolesque, ça je ne savais pas, qui a permis donc aux Alliés de récupérer la machine Enigma qui va leur permettre ensuite de décrypter les messages envoyés par les Allemands. Alors, vous découvrirez donc dans le 3e tome un tome qui se déroulera, lui, en Afrique et qui parle des réserves d'or de la Banque française qui vont être évacuées à Dakar, de la bataille de Bir Hakeim et de la présence sur le front de militaires tels que le général Leclerc ou le maréchal Rommel. Et enfin, dans le tome 4, Papy et Lucien reviendront en France et là vont faire la connaissance donc, de Jean Moulin et du Conseil national de la Résistance, un tome dans lequel il est également question de maquis dans le Vercors, de collaboration, de persécution raciste et politique. Alors, cette série, même si son trait est très rond, même si c'est très drôle,
même si ça s'adresse aux enfants à partir de 8 ans, il n'en demeure pas moins que le fond est vraiment précis et avéré. Et même si nos deux héros ne mesurent pas vraiment les exploits donc, auxquels ils vont participer. Alors moi j'ai hâte d'avoir le tome 5 qui va couvrir l'année 1944, mais pour l'instant je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir. Mais c'est une série que j'ai hâte de retrouver avec impatience également. Voilà, donc les 4 tomes donc, de La drôle de guerre de Papy et Lucien. Hop. Voilà, une série. Allez, on continue. Cette fois-ci, eh bien, on change totalement d'époque puisqu'on part avec les enfants perchés de la Révolution. Et s'il y a bien une période difficile à aborder en histoire, c'est bien celle de la Révolution française. Sauf si, comme l'auteur de cette série, vous avez en 1989 vécu les commémorations du bicentenaire de cette révolution et que cela vous a marqué. Alors, Les enfants perchés de la Révolution, c'est une série scénarisée et dessinée à la fois par Jean-Sébastien Bordas, publié chez Casterman. Pour l'instant, 3 tomes sont sortis depuis janvier 2023 pour une série qui est prévue en 4 tomes. Alors, les protagonistes de cette histoire, ce sont 4 enfants, Michel, Charlotte, Marie et Barouche. Alors, devant la jeune fille blonde, c'est Charlotte. La petite jeune fille en bas à gauche, c'est Marie. Donc, Marie-Charlotte. Vous avez Michel à droite et en haut, vous avez Barouche. Alors, le point commun de ces enfants, c'est qu'ils sont passés par les enfants trouvés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces enfants trouvés ? L'hôpital des enfants trouvés, c'était une institution religieuse à Paris qui donnait l'hospitalité donc aux enfants déshérités et abandonnés. Donc, c'est une institution qui avait été créée par Vincent de Paul. Alors, les enfants perchés de la Révolution, l'histoire débute le 21 avril 1789 à Paris. Michel et son père donc habitent dans le faubourg Saint-Antoine où se trouve la boutique familiale. En effet, le père de Michel est tailleur et son fils, passionné par les sciences, en particulier la serrurerie et les automates, n'a pas le droit de choix de toute façon de l'aider à sa boutique. Alors, en cette période, il y a beaucoup de monde dans les rues. Des affiches annoncent d'ailleurs que la cérémonie d'ouverture des États généraux est reportée au mois suivant. La population montre son mécontentement envers le roi Louis XVI et la reine, donc Marie-Antoinette. En effet, les Parisiens ont peur que cette réunion des États généraux n'ait pas lieu et que leurs revendications sur le prix du pain, entre autres, ne soient pas prises en compte. Alors, au milieu de cette foule agglutinée, une fillette en profite, elle, pour faire les poches des badauds. Cette fillette, c'est donc Charlotte. Ces méfaits accomplis, on la voit qui grimpe aussitôt sur les toits de Paris. Mais revenons donc à ce qui se passe dans la rue, puisqu'une semaine plus tard, les revendications n'ont pas fléchi. Les Parisiens manifestent toujours dans les rues en réclamant du pain et des sous. Et au milieu de cette manifestation, on voit arriver le duc d'Orléans, qui est en réalité le cousin de Louis XVI, d'ailleurs le futur Philippe Égalité, qui signera la mort une fois élu député, qui signera la mort de son cousin, passons, et donc qui en profite pour apporter son soutien au peuple, avant que n'éclate donc une émeute et que la troupe ne charge la foule. Alors, au milieu de ce chaos, bien sûr, Michel ne retrouve pas son père. Il rentre seul chez lui et retrouve son oncle, Renaud, qui va lui promettre de l'aider à retrouver son père en faisant le tour des hôpitaux de la ville. En réalité, l'oncle ne va rien faire du tout et il va proposer à son neveu d'aller aux enfants trouvés le temps qu'il
il retrouve son père. Mais très vite, Michel donc, est malmené là-bas par les plus grands, qui lui disent que son père est mort, se moquent de lui, lui prennent sa nourriture. Alors, une nuit, décidé donc à aller chercher à manger dans les cuisines, Michel se retrouve, découvre une intruse qui, elle aussi, est venue dans les cuisines. Et donc, c'est la fameuse Charlotte. Et donc, il la suit jusque sur les toits et découvre qu'avec la petite Marie et le grand Barouche, eh bien, les 3 enfants qui se sont précédemment eux aussi enfuis, des enfants trouvés. Donc, ils ont formé un groupe et survivent donc comme ils le peuvent. Et donc, après avoir raconté son histoire à ses 3 nouveaux compagnons, Michel décide de rester avec eux. Et ensemble, ils vont faire la promesse d'aider Michel à retrouver son père, qui pourrait bien en réalité être prisonnier à la Bastille. Mais comment peut-on entrer dans un bâtiment tel que la Bastille? Donc la solution choisie par les enfants, ça va être de construire une montgolfière. Alors c'est un objet qui a fait son apparition une dizaine d'années auparavant, hein, inventé par les frères Montgolfier. Mais ce choix est un peu risqué alors que la population parisienne, elle se dirige également vers la prison, vers la Bastille, pour prendre possession des réserves de poudre qui s'y trouvent. Alors voici donc une série qui va nous transporter, donc pour l'instant en 3 tomes, qui nous transporte donc au cœur des événements qui vont déclencher donc cette révolution française. Alors voici, je vais vous montrer un petit peu, voilà, le dessin. Alors que je vous montre. Alors, hop. Voilà, donc là, par exemple, on voit donc Michel qui arrive donc à l'orphelinat aux enfants trouvés. Voilà. Donc là, c'est quand il est, voilà, quand il subit les réprimandes des autres garçons. Voilà. Et là, c'est quand il... Voilà. Et là, c'est quand il est sur les toits de Paris avec les enfants. Voilà, en pleine nuit, avec les autres enfants. Voilà. Alors bon, là, vous avez d'autres pages. Alors, il y a beaucoup de... Au niveau colorisation, vous avez des pages tout en gris, des pages tout en mauve. C'est très joli. Voilà. Hop, là aussi, comme à l'intérieur de la Bastille, des pages en vert. Voilà. Par exemple, ici aussi, des pages à dominante rose. La foule se dirigeant vers la Bastille pour réclamer donc la poudre. Voilà. Donc, des 3 premiers tomes, donc plein d'actions, plein de dangers. Surtout pour un enfant qui au départ est posé à un enfant comme Michel et qui donc va se retrouver donc à devoir cohabiter avec ses nouveaux compagnons sur les toits de Paris. Comme pour les autres séries, à la fin vous trouvez un cahier documentaire. Alors avec le parti pris, ça a été de mettre des documents, des reproductions de documents d'époque, voilà, et de les expliquer, voilà, voilà, et donc de les expliquer de façon très intelligente et très compréhensible par les enfants. Mais également, je trouve, moi, c'est une série qui m'a remis en mémoire tout un tas d'événements, les événements préparatoires à la Révolution française. Et parce que je pense que nous, adultes, on a quand même quelques lacunes concernant cette période de notre histoire. Voilà pour cette série Les enfants perchés de la Révolution en 3 tomes.
L'avant-dernière série que je vais vous présenter, elle est en 5 tomes et elle est scénarisée par Mathieu Lavallée, dessinée par Greg Blondin, avec le crédit scientifique de Gilles Prilot, un archéologue. Alors que je vous montre déjà, voilà notre personnage principal. Avec le crédit scientifique donc, de Gilles Prélot, un archéologue. Et donc, c'est une série qui est sortie entre, pour l'instant, septembre 2022 et septembre 2024 aux éditions de La Gouttière. Et il s'agit d'Agar, enquêteur de l'histoire. Alors, comme me l'avait confié Mathieu Lavallée lors d'une interview, cette série s'adressait au départ aux collégiens de la Somme, puisque l'initiative pédagogique était commandée par le département de la Somme et Somme Patrimoine afin de valoriser les trésors historiques du département. 5 tomes plus tard, Agar, enquêteur de l'histoire, est devenue une série publiée donc par les éditions de La Gouttière, dont le siège se trouve à Amiens, dans la Somme également. Alors, qui est Agar? C'est un collégien féru d'histoire et d'archéologie, mais le petit problème qu'a Agar, c'est qu'il est narcoleptique et qu'il s'endort n'importe où. Alors, pour lui d'ailleurs, ça devient... ce qui est intéressant donc pour lui, c'est que pendant qu'il s'endort, il voyage dans le temps à l'endroit où il se trouve. Alors, c'est bien utile quand on veut savoir ce qui s'est déroulé par le passé, surtout quand on aime partager ses aventures avec ses camarades de classe. Bien sûr, Agar ne leur avoue pas comment il fait ses étranges voyages. Alors, avec 5 tomes qui peuvent se lire indépendamment, Agar va donc nous faire voyager dans le temps depuis moins 7000 avec l'arrivée de l'Homo heidelbergensis dans la Somme, en passant par l'homme de Néandertal, puis par l'Homo sapiens, mais également Agar nous fera voyager donc au néolithique en moins 1400, également à l'âge de bronze en moins 2000 et dans la Gaule plus proche de nous. La période contemporaine fait également partie des visites ou plutôt des rêves d'Agar, puisqu'il va également nous entraîner au 19e siècle, pendant la pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, et enfin dans les années 1960. Alors, l'avantage du département de la Somme, me confiait Mathieu Lavallée, c'est qu'à n'importe quelle période de l'histoire, il s'y est passé quelque chose d'historique. Et l'avantage, c'est qu'on en a retrouvé des traces. Alors, la série Agar, enquêteur de l'histoire, est prévue en 6 tomes. Donc, encore une chance supplémentaire donc, de voyager avec ce héros prêt à tout pour faire découvrir l'histoire. Voilà, Agar. Voilà, qu'on retrouve donc ici chez les Gaulois, puisqu'il s'est endormi lors d'un voyage scolaire. On le trouve également à l'époque gallo-romaine. Voilà. Mais donc, on le retrouve donc pendant la Première Guerre mondiale, au milieu des soldats de différentes nationalités. Voilà. Ici, Agar se trouve dans les tranchées. Donc là, cet homme-là, il est principalement... voilà. Voilà aussi Agar. Hop. Qui se retrouve à faire des fouilles archéologiques au 19e siècle, mais qu'on retrouve également donc dans une période préhistorique. Voilà, hop. Voilà. Donc, série qui, voilà, est sortie aux éditions de La Gouttière. Donc, 5 tomes.
Les tomes peuvent se lire indépendamment des uns des autres. Par contre, le cinquième tome, donc, il n'y a que la première partie, puisque la deuxième partie sera dans le tome 6, et c'est une série qui sera terminée au bout de 6 tomes. Voilà, je continue ma pile et je vais donc terminer cette émission sur histoire et bande dessinée jeunesse avec une autre série qui parle de la Révolution française, puisque cette fois-ci, il s'agit donc de révolutionnaires. Alors, nos personnages, vous avez au milieu, au centre, la jeune fille blonde, c'est Sélénie. Vous avez donc en bas à gauche, c'est Mélissa. Non, Mélina, voilà. En haut, c'est Titor. À droite de Sélénie, vous avez donc Pince-Mitraille. Et ici, c'est Léocadie. Alors, qu'est-ce qu'il arrive donc dans cette série? Donc, deuxième série jeunesse, se déroulant donc pendant la Révolution française. Et cette série, elle est scénarisée par quelqu'un dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, puisqu'il s'agit donc de Régis Autière. Et cette fois-ci, c'est avec Xavier Fourquemin au dessin qu'ils ont pris commande de cette série éditée chez Le Lombard depuis septembre 2022 et qui, elle, est destinée aux plus de 9 ans. Alors, le personnage principal de cette série, c'est Sélénie Saint-Amand de Montancourt, une jeune fille issue de l'aristocratie, et c'est en échappant à un guet-apens qu'elle va rencontrer par hasard 3 enfants des rues, Titor donc, Pince-Mitraille et Mélina, qui vivent de mendicité et de menus larcins. En effet, ceux-ci vont rapidement prendre sous leur aile donc cette jeune aristocrate déboussolée afin qu'elle échappe à ceux qui sont à ses trousses. Pourquoi? Alors, ces enfants donc ont eux été abandonnés par leur famille et ont appris à vivre donc en comptant les uns sur les autres, et pour cela donc ils commettent des méfaits au quotidien. Alors, malgré leurs différences sociales, ils vont tout mettre en œuvre pour sauver cette jeune héritière, alors qu'autour d'eux, ce ne sont que chaos, misère et incertitude. En effet, eh bien, nous sommes en 1792 à Nantes. Et donc la jeune Sélénie, orpheline depuis que son père a été tué en 1789, comme de nombreux aristocrates, et donc elle est désormais, cette jeune fille, seule héritière des biens de sa famille, et c'est pour cela que son oncle, le marquis de Valoir, cherche à faire la main basse sur sa fortune et sur son titre. Mais pour cela, le marquis a décidé de retrouver sa nièce. D'ailleurs, qu'elle soit morte ou vive, peu lui importe, hein. Et pour cela, il s'est adjoint les services de Mangedois. Alors, Mangedois, c'est un truand qui règne sur les mendiants du quartier du Bouffay à Nantes. Alors, je ne connais pas du tout ce quartier-là, mais donc c'est un quartier qui, à l'époque, qu'il ne valait mieux pas fréquenter. Et donc, étant au courant de tout ce qui s'y passe, ce dernier va aider l'homme de main du marquis, donc Ravenne, à récupérer donc Sélénie. Alors, malgré l'instabilité de la situation politique en cette année 1792, les 4 enfants, pourtant issus de milieux sociaux opposés, vont faire front pour aider donc cette nouvelle amie afin d'échapper aux griffes de ces adultes. Mais la situation politique va donc avoir un impact sur ces jeunes esprits qui se rendent compte que les choses sont en train de bouger autour d'eux. Alors, les auteurs ont choisi de situer leur récit à Nantes, un port tristement célèbre pour son commerce triangulaire et donc par la traite des esclaves. Et c'est Mélina, qui est une enfant métisse, elle aussi abandonnée, qui va permettre d'aborder donc ce point sombre de notre histoire. Donc, ce récit va donc se déroule à Nantes, mais il va également entraîner les enfants dans le pays de Retz, au sud de Nantes, ainsi qu'à Pornic.
et on voit poindre la guerre de Vendée. Alors, cette série, encore une fois, elle est située à hauteur d'enfant. Là encore, un dossier documentaire donc, figure à la fin de l'ouvrage. Les éditions du Lombard, pour cette série, ont donc... Alors, je vous montre quelques images des affreux personnages de cette série. Donc, la jeune fille, voilà, qui se retrouve perdue et qui est donc recueillie par ses 3 futurs compagnons. Voilà, donc là encore, pour aller plus loin, là encore des documents d'époque, hein, pour expliquer la situation du Royaume de France. Et donc, pour cette série révolutionnaire, comme pour les autres du Lombard, vous pouvez aller sur le site donc, du Lombard et vous trouverez là encore un fichier pour travailler avec les élèves de CM, le tome 1. Donc un fichier d'une 30aine de pages destiné aux enseignants. Là encore, mis à disposition gratuitement par les éditions du Lombard. Donc là, vous avez voilà les couvertures des 5 tomes de cette série. Alors, calumnisme, mais c'est vrai, les designs sont chouettes et super expressifs. Oui, c'est vrai que je dirais l'avantage dans toutes ces séries, c'est que on sent qu'il y a un gros travail de fait sur le graphisme, pour que les enfants puissent adhérer au dessin. Le travail est vraiment dynamique, voire explosif, de manière à ce que les enfants soient vraiment entraînés dans les récits. Donc voici ces 7 séries que je voulais vous présenter. Alors moi, la prochaine série jeunesse que je vais lire, c'est 5 avril. Alors ça, c'est une série qui se passe à l'époque de Léonard de Vinci, et c'est un jeune homme qui est déposé devant le Clos Lucé, et donc qui va être adopté par les cuisinières du Clos Lucé et qui va suivre l'éducation de Léonard de Vinci. Voilà, donc ça c'est une série, le 4e tome va sortir donc d'ici un mois ou 2. Donc je vais en profiter pour lire donc 5 avril, c'est une série qui est sortie. Donc elle, c'est chez Dupuis. Voilà. Sososoka me met, j'adore cette BD. Eh ben oui, je comprends pourquoi. Voilà, donc ça, c'est les 7 séries dont je voulais vous parler. Pour cette thématique, l'histoire et la bande dessinée et la bande dessinée jeunesse. Alors, vraiment, un point commun à tous ces albums et toutes ces séries, c'est qu'ils se sont vraiment mis à hauteur d'enfants qui, avec leur regard, vont ainsi découvrir la dureté de l'existence et bien souvent faire face avec l'aide d'autres enfants. Alors, l'autre point commun donc à ces séries, c'est la qualité éditoriale des récits. On sent qu'il est important pour les auteurs, mais également pour les éditeurs, de proposer des ouvrages bien faits. Les jeunes lecteurs et lectrices sont capables d'aborder donc et de comprendre des événements historiques, parfois complexes, comme ceux de la Révolution française, pour peu qu'ils soient bien expliqués. Et la mise en place donc de ces documentaires dans ces séries jeunesse y contribue pour beaucoup. Alors merci donc à ces auteurs et à ces éditeurs
pour ces lectures qu'on peut qualifier en réalité de tout public et non pas ne seulement jeunesse, puisqu'elles ce sont des séries qui peuvent plaire donc à la fois aux enfants, mais qui peuvent plaire à leurs parents, voire leurs grands-parents. Voilà donc cette émission sur les séries jeunesse et l'histoire est terminée. Merci de votre présence. La semaine prochaine, alors ce sera un peu particulier, ce sera une surprise, mais nous vous en dirons rapidement un peu plus sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à ceux qui ont été présents et qui ont participé donc dans le chat. À la semaine prochaine. Merci à tous.